Respirer n'est pas qu'un automatisme, c'est une compétence. Dans nos coachings de respiration, on a énormément de personnes qui viennent avec une perte de cette fonction diaphragmatique. Ce qu'on veut, c'est des structures souples, des structures mobiles, des structures qui vont parfois devoir être fortes aussi. Je pense notamment chez les sportifs. Le corps se comprend par l'expérience plus que par les mots. Et ce que j'aime avec NeoFlow, c'est qu'on là, on a une stimulation proprioceptive directement sur la zone que je cherche à mobiliser. Merci Philippe, merci Thomas, merci pour l'invitation en tout cas. C'est vraiment toujours un plaisir d'avoir une opportunité de partager ces sujets. Merci pour la présentation. J'avais préparé une slide, mais tu as presque tout dit, mais je vais quand même le faire. En termes de timing, on avait dit une quarantaine de minutes, c'est ce que tu m'as dit Philippe, donc on essaie de caler là-dessus. Si jamais Exactement. c'est Une trop long. quarantaine de minutes et après, il y aura donc un échange de questions-réponses avec Thomas et toi. Et puis les questions des différents participants. Génial. Eh ben, on est parti alors. Donc, le sujet est effectivement d'importance, puisqu'on va parler du diaphragme, sans surprise, et surtout de respiration fonctionnelle, qui est un élément qui nous tient vraiment à cœur, au cœur de l'école, parce que c'est le réapprentissage finalement du mouvement respiratoire. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en réalité, il se trouve que de la respiration du nouveau-né qui est très 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 souvent juste fonctionnellement, bah, il se trouve que pour différentes raisons, en maladaptation à notre environnement, à nos différents contextes de vie, on parvient à déprogrammer ou changer notre respiration la plus juste et retrouver une respiration qui n'est pas exactement optimale pour notre organisme. Alors, la difficulté de ce sujet, c'est que bah, tout ce qu'on est là autour de ces écrans, même si notre respiration est dysfonctionnelle, entre guillemets, et certaines études montrent qu'on peut aller sur certaines populations jusqu'à 90% de personnes qui dysfonctionnent sur le plan respiratoire. Je pense notamment à une étude faite sur des athlètes compétiteurs en 2023, c'était une étude japonaise. Ben, malgré tout, même si la respiration est dysfonctionnelle, on arrive quand même à vivre, c'est-à-dire que l'oxygène est quand même présent dans le sang, présent jusqu'aux cellules. Ça fera peut-être le partie du sujet sur la biochimie qu'on explorera ensemble. Et donc, on a peut-être un peu de difficulté à se rendre compte de ce que dysfonctionnel sur le plan respiratoire peut vouloir dire et quels impacts ça peut avoir sur notre santé, sur notre performance et peut-être notre longévité également. Donc c'est un élément pour lequel on manque d'information, on manque de compréhension. Donc j'ai essayé aujourd'hui, dans le temps qui était imparti, de balayer un peu l'ensemble de ces répercussions dans l'organisme du fonctionnement diaphragmatique, de manière à ce qu'on comprenne ensemble que lorsqu'il fonctionne de manière juste, alors les fonctions connexes, les liens qu'on peut faire avec le reste du corps bah, sont plutôt vertueux. Et à l'inverse, quand ce fonctionnement diaphragmatique est dysfonctionnel ou ne fonctionne pas exactement comme il devrait, bah, on peut s'attendre à certaines manifestations de l'ordre de la dysfonction dans notre corps, certains symptômes, certaines douleurs, certaines problématiques voilà, qu'on pourrait observer. Très souvent, on les observe et on les lie à d'autres choses, d'autres éléments. Et là, on pourrait s'attacher à faire le lien avec la respiration, en tout cas s'interroger de savoir si la respiration est juste pour tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé le diaphragme un peu le chef d'orchestre oublié, parce que bah, ce chef d'orchestre, il est là aussi pour coordonner certains acteurs pour que la symphonie soit juste. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Alors juste pour compléter ma présentation, voilà, très rapidement, Philippe t'en a dit le principal. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est la Brisbane Academy qui fêtera ses 5 ans l'année prochaine. J'ai un passé d'athlète, j'ai un passé d'apnéiste, j'ai fait des études scientifiques et puis ensuite des formations assez larges en médecine chinoise, en neurosciences, en yoga, de manière à avoir une ouverture à un moment de ma vie où je me cherchais un peu, hein, il faut dire. Et puis au final, rencontrer la respiration, compris que la respiration pouvait être
un allié, mais aussi quelque chose qu'on devait travailler. Et puis pour parfaire mes recherches, je me suis mis à l'écriture d'un livre, là, La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, qui est sorti en 2021. Et puis, je traduis aussi deux ouvrages de Patrick McKeown, qui est un des références internationales en fait sur la respiration. Donc Oxygen Advantage, qui est vraiment très orienté performance santé, mais performance sportive aussi. Et The Breathing Cure, qui devrait sortir l'année prochaine, qui est un pavé de 600 pages, qui fait un aperçu vraiment global de l'impact de la respiration sur notre santé. Voilà, puis j'ai la chance d'intervenir dans des institutions comme la Fédération française de foot, à la formation des entraîneurs de haut niveau. Et puis, comme tu le disais, la création de ce podcast, In the Air, qui est un média pour nous, qui nous offre la possibilité, égoïstement, ma compagne et moi, de rencontrer des experts et donc de se nourrir de ces moments de partage et en même temps bah, de les rendre disponibles pour que bah, qui s'intéresse à la respiration puisse aussi avoir accès à ces regards un peu croisés sur le sujet. Voilà, donc notre mission la mission de l'école, c'est vraiment d'apporter ce sujet respiration aux praticiens, aux thérapeutes, aux professionnels de santé, aux accompagnants en général, de manière à ce que chacun en ait une bonne compréhension, un petit peu à l'image de ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis puisse utiliser cet outil, pourquoi pas aller vers une correction ou une libération de la ventilation chez les gens qui sont accompagnés par ces professionnels et en même temps d'utiliser la respiration pour accentuer les effets de leur pratique, voilà, qu'ils soient encore une fois kiné ou sophrologue ou psychologue ou coach sportif. Voilà, il y a toujours moyen d'utiliser le souffle pour faire mieux. La Budget Academy, en quelques mots, bah, c'est une formation qui se veut professionnelle, donc avec plusieurs niveaux. On parle de la compréhension de la respiration, mais on va jusqu'à s'intégrer dans un écosystème qui mélange le médical, voilà, sans mettre le pied dans le médical parce qu'on ne forme pas à la prise en charge des pathologies respiratoires, mais en tout cas à créer du lien, à fédérer autour de ce sujet, et puis d'interagir pour trouver des solutions, parce que ça reste une science très récente. Même si les yogis en parlent depuis 4000 ans, nous, la science moderne s'en est emparée très récemment. Il reste à voir le côté exponentiel des articles scientifiques sur PubMed. Voilà, les 10 dernières années, ça s'est vraiment accéléré. Donc, on apprend beaucoup de choses, on démontre beaucoup de choses. Et c'est un petit peu l'axe de l'école, de s'appuyer sur la science pour transmettre. Et puis ensuite, ben, l'école, ça devient une communauté parce qu'on a plus de 200 formés, on a une dizaine d'intervenants professionnels qui viennent dispenser les cours dans l'école. Et on est apprenant toujours. Voilà. Et comme je le disais à l'instant, c'est une science nouvelle, donc on a besoin d'aller chercher des experts dans certains domaines, d'où les ateliers d'experts qu'on met en place avec des gens qui vont nous parler spécifiquement de périnée ou spécifiquement de la langue ou spécifiquement de la qualité de l'air, par exemple. Voilà. Donc des experts dans leur domaine qui convergent vers la respiration et de manière à faire un peu, à contribuer à cette prise de conscience et à ce développement de cette discipline. Voilà, donc ça c'est pour l'école, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site et on serait ravis de répondre à vos interrogations. En revenant au sujet chef d'orchestre, voilà, je voulais montrer une photo d'orchestre. Il se trouve que les musiciens sont organisés un peu en forme de diaphragme, ça c'est par chance. Et finalement, ce chef d'orchestre qui est silencieux, lui, très au centre, oui, comme le diaphragme thoracique pour nous est au centre de notre anatomie, il coordonne, il insuffle le rythme et il permet aussi à chaque acteur de s'exprimer pleinement. Voilà, donc, et justement. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Le diaphragme thoracique, on va en faire un petit point sur son anatomie. Il est au centre de notre buste. Il interagit avec énormément de fonctions et le rythme qu'il impose va se répercuter sur les différentes sphères de la physiologie et de la posture et on peut aller jusqu'au mental et à l'émotionnel. C'est ça qui est merveilleux avec la respiration, c'est que tous les axes, tous les piliers de l'humain sont réunis et sont atteignables par cette fonction. Respirer n'est
pas qu'un automatisme, c'est une compétence. Autrement dit, dans sa version autonome, automatique, parce que heureusement que, on n'est pas obligé de penser 20 000 fois par jour à respirer. Il y a une partie de nous qui orchestre ça plutôt bien, en tout cas dans le rythme. Mais dans cette version automatique, il faut aussi comprendre qu'elle est possiblement pas tout à fait juste et que donc il y a moyen d'apprendre ou plutôt de réapprendre à installer cette respiration vertueuse. Et ensuite, le deuxième axe de la compétence, ça va être apprendre à utiliser le souffle. Donc là, pour le coup, manipuler le souffle consciemment, en connaissance de cause, avec compréhension, pour agir sur notre corps, sur notre mental, sur notre émotionnel. Donc, un, c'est se dire, ben, comment je peux m'assurer que ma respiration fonctionne bien, que mon diaphragme fonctionne de manière optimale. Et deux, comment je peux, partant de là, continuer un petit peu plus loin et utiliser le souffle pour m'aider dans ma vie, potentialiser mes ressources et faire face aussi à certaines zones comme le stress, puisqu'on en parlait en introduction. Et donc, de se rendre compte que ce diaphragme, dans son mouvement, dans cette oscillation, encore une fois, depuis le premier mouvement de vie jusqu'à la fin, le diaphragme va osciller, aller entre 12 et 16 fois par minute pour des gens plutôt en bonne santé, parfois beaucoup plus rapidement, mais de manière invariable, inlassablement, il va osciller 20 000 fois par jour, grosso modo, et bien sûr venir permettre à l'air de rentrer dans les poumons, à l'air de sortir des poumons. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il est omniprésent dans notre fonctionnement. Et donc, dans ce sens-là, il faut absolument prendre soin de sa qualité. Voilà, c'est un muscle. Donc, comme tous les muscles du corps, on a besoin parfois de le relâcher, de l'étirer, mais aussi de le renforcer, pourquoi pas, en fonction de certaines conditions. On a aussi besoin de s'assurer que sa mobilité est préservée. Donc, ça veut dire tout ce qui peut entraver la mobilité du diaphragme, que ça soit au-dessus ou en dessous, ben, on doit y prêter attention. On va en reparler. Et puis, en même temps, que sa course de mouvement, hein, au même titre qu'un biceps ou un quadriceps, que sa course de mouvement soit aussi juste pour nous permettre de bénéficier en fait de toutes ces répercussions. Alors, hop, j'essaie d'avancer. Donc, juste comme c'est la base de la respiration fonctionnelle, je me permets une petite incursion dans l'anatomie. On va aller très vite parce qu'en réalité, on pourrait passer des heures sur ce muscle. Donc, diaphragme, séparation du thorax, assez, assez, assez franche, vous voyez. Donc, vous voyez en haut à droite la vue du dessous. L'ensemble du buste est recouvert par ce diaphragme. Donc on a une vraie séparation, une vraie membrane qui dissocie la zone pulmonaire de la zone viscérale. Et vous voyez apparaître finalement deux coupoles, une à droite, une à gauche. Alors anatomiquement, on sait que la coupole gauche est un petit peu plus basse que la coupole droite parce que effectivement, on a le cœur et le péricarde qui vont être en lien dans cette zone, reposer partiellement sur cette coupole. Donc, on a un petit décalage de hauteur et la coupole droite qui va être un petit peu plus haute. Au centre, on a ce qu'on appelle le centre phrénique. Vous voyez cette forme un peu en trèfle là, blanche sur le dessin. Je peux même essayer de la noter peut-être. Voilà. Donc, on est ici. Je n'ai peut-être pas pris la bonne couleur. Euh, Ce qu'on va avoir aussi, très important pour le sujet qui va nous intéresser après, c'est qu'on a ici ce qu'on appelle deux piliers. Ouais, dans la continuité en fait du muscle diaphragme, hein, on est là, vous voyez le sens des fibres. On a deux piliers qui viennent se fixer sur la colonne lombaire, voilà, les vertèbres lombaires. Et on va jusqu'à la troisième, voire la quatrième pour certaines études, vertèbre lombaire. Donc, ça veut dire que de la première à la troisième, quatrième, on a une prise du diaphragme sur cette zone osseuse qui est tellement charnière pour nous dans nos mouvements et notre posture. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les ligaments arqués. Donc, les ligaments arqués, voilà, ce sont ces petits ligaments ici que je suis en train de dessiner. Il y en a trois de chaque côté.
ils font le lien entre les vertèbres et les côtes flottantes, la 12e et la 11e côte. Parce que celles-ci ne sont pas réunies ensemble. Donc le diaphragme, pour s'attacher sur la partie arrière du corps, a créé des petits ligaments, des petits ponts, des petits arcs comme ça. Et à travers ces structures, ben, on a d'autres éléments qui vont passer, et notamment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on en reparlera, deux muscles importants dans la posture, mais aussi pour la respiration et le mouvement, c'est le psoas iliaque, et les carrés des lombes. Voilà, donc on a un passage, donc un lien, hein, il faut voir que tout est relié dans le corps, tout est imprégné, et donc on va avoir cette connexion avec ces muscles d'importance à travers le diaphragme. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les hiatus. Les hiatus, c'est des orifices. On en a trois principaux qui vont nous permettre de faire passer les éléments de communication entre le haut et le bas. Alors, il y a des éléments vasculaires, donc on a besoin de faire passer l'aorte pour venir apporter le sang oxygéné dans le bas du corps. Et l'aorte va passer voilà, le long de la colonne vertébrale dans le hiatus aortique là, qui va traverser le diaphragme. On a, une fois que le sang alimente le bas du corps, il y a besoin de le faire remonter par la veine cave, donc qui va passer, elle, dans le centre phrénique. Et puis, il n'y aurait pas de respiration sans digestion, on va le revoir, parce que bah, ça fera peut-être partie, de Philippe, de l'objectif de biochimie, mais un des objectifs de la respiration, c'est quand même la respiration cellulaire. Or, les cellules respirent grâce à l'oxygène, mais aussi grâce au glucose notamment et aux nutriments qu'on va apporter par la digestion. Donc, l'œsophage, voilà, qui va passer par ce hiatus-là, va venir apporter l'alimentation dans l'estomac et ensuite dans toute la sphère intestinale qu'on décrira ensuite. Donc voilà, donc ce diaphragme fait la séparation entre deux caissons, le caisson pulmonaire qu'on appellera pneumatique sur la partie supérieure et le caisson viscéral qu'on va appeler caisson hydrique parce qu'en général, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'éléments dans ces viscères, donc des jeux de pression qui vont se produire. Et dans son mouvement d'oscillation, que vous avez vu sur la vidéo précédente, ben ce sont ces deux caissons et tout ce qu'ils contiennent qui vont vivre en fonction de ces mouvements. Je vois quelques commentaires qui arrivent, mais on les prendra après, hein, je pense, c'est l'idée. OK. Donc, s'agissant d'une respiration fonctionnelle, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de définir rapidement cette respiration fonctionnelle. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est, encore une fois, on en reparlera encore mieux dans la partie biochimique, mais le fait que la respiration au quotidien puisse être nasale, c'est vraiment un élément important. Il y a énormément de fonctions sur la partie nasale, on en dénombre plus de 30. Voilà, il y a un ORL très connu qui s'appelle le Dr Cotel qui a écrit massivement sur cette fonction, donc il décrit lui 30 avantages, bénéfices de la respiration nasale par rapport à la respiration buccale. Donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, il y a un besoin de coordination. Voilà. Dans la respiration fonctionnelle, le diaphragme va s'engager, mais on peut aussi engager la partie thoracique qui est mobile, qui peut aller chercher des volumes beaucoup plus grands. Et donc, il va s'agir de pouvoir coordonner le mouvement du diaphragme dans un premier temps avec l'ouverture thoracique et le lien qui est entre les deux, qui s'agit des côtes basses, voilà, ou des fausses côtes. On les appelle comme ça. C'est là où le diaphragme, finalement, fait le lien avec la cage thoracique. Voilà, ici, on va avoir les fausses côtes. Il faut les imaginer. C'est retiré de l'image, mais c'est vraiment cette idée-là. Et donc, ce qu'on veut, c'est des structures souples, des structures mobiles, des structures qui vont parfois devoir être fortes aussi. Je pense notamment chez les sportifs. Je vais avoir besoin d'un diaphragme très tonique pour me permettre de jouer pleinement son rôle sur la posture, l'équilibre, la coordination, mais aussi les muscles intercostaux et tous les muscles accessoires de la respiration qui
quand on fait un effort de longue durée, vont devoir produire une ventilation un petit peu plus importante que comme vous et moi là maintenant au repos. Et donc, il faut entraîner ces structures, entraîner ces muscles pour avoir le meilleure performance possible. Donc, retrouver une respiration fonctionnelle, c'est à la fois explorer tout le potentiel ventilatoire dans les volumes, dans la mobilité, dans la force, dans la qualité aussi de l'élasticité des structures, et en même temps de reprendre le contrôle de cette possibilité ventilatoire, donc de savoir respirer lentement, par exemple, ou très vite quand on a besoin, de manière très superficielle ou très ample, et si possible avec le moindre coût énergétique possible, surtout si on a besoin de le faire très longtemps. Donc, en fonction de nos besoins, on a plus ou moins de travail à réaliser, sans mentionner, par exemple, les sportifs de haut niveau de la respiration, que pourraient être, par exemple, les musiciens avant ou les chanteurs qui vont tenir des sons très très longs. Là, on a besoin vraiment du caisson fonctionnel important, sans mentionner les apnéistes, etc. Voilà. Donc, chacun de nous a un petit travail à faire et en fonction de nos besoins, peut-être un travail plus précis. Voilà pour l'animation. Donc, vous voyez que la cage thoracique, le diaphragme, tout ça vit au rythme de la ventilation et il y a énormément d'éléments qui sont mis en mouvement par cette possibilité. Le cœur, hein, bien sûr, hein, il va être à la fois mobilisé. Et là, on voit pas son mouvement, mais en réalité, il y a un lien entre le sac péricardique, le cœur et le diaphragme. Donc, à chaque fois que le diaphragme oscille de bas en haut, bah, il y a aussi des répercussions sur cette sphère-là, sur tout le médiastin, l'espace intrapulmonaire, et puis voilà, la cage thoracique dans son ensemble. Allez, j'essaie d'avancer parce que je veux juste que ça démarre maintenant. Hop, voilà. Tac, voilà. Faut que j'efface ma petite note, désolé. Tac, voilà. Donc, si on s'amuse à lister les partenaires du diaphragme, voilà, on pourrait commencer à lister un petit peu tous les éléments qui sont en lien assez direct avec le diaphragme. Quand on regarde le caisson pneumatique, on a effectivement la cage thoracique. Dans cette cage thoracique, on a un tissu particulier qui s'appelle la plèvre, qui assure le lien entre les poumons et la cage thoracique, de manière à ce que quand je bouge mes côtes, ça puisse faire bouger les poumons. Cette plèvre, elle est en contact direct avec le diaphragme, donc c'est en agissant sur la plèvre que je peux créer un mouvement dans les poumons. Le cœur, le péricarde, comme je vous l'ai dit, était aussi dans une enveloppe de type fascia, dans le médiastin, de manière à ce que les éléments se tiennent ensemble mais puissent vivre aussi ensemble en fonction du mouvement. Et puis, vous avez des points d'attache, c'est-à-dire que, par exemple, le péricarde, il est attaché par des ligaments, et donc le cœur, sur la colonne vertébrale, autour de C7, D1. Voilà, donc c'est très haut dans la colonne vertébrale. C'est comme si c'était suspendu. Et donc, comme le diaphragme est lui-même suspendu au péricarde, bah, il y a une forme de connexion comme ça entre les différents éléments. Si on descend directement dans le caisson hydrique, ben là, on va voir que sous le diaphragme, on va trouver massivement le foie. Il occupe une large partie de la surface diaphragmatique. Et puis l'estomac. On a parlé de l'œsophage qui traversait le diaphragme pour aller dans l'estomac. L'estomac est juste sous le diaphragme également. Donc là, on comprend que ce mouvement diaphragmatique va imposer aussi un mouvement, une pression, une forme de motilité à ces deux organes. Et puis en dessous, on trouve le gros intestin, l'intestin grêle, le pancréas, la rate, les reins. Tous ces éléments-là vont aussi vivre au rythme du mouvement diaphragmatique. Et puis c'est partout. Ces organes, ils sont enveloppés par une membrane qu'on appelle le péritoine, qui est lui-même la membrane un peu externe du caisson hydrique, un petit peu comme la plèvre était la membrane externe du caisson thoracique. Donc on a véritablement deux bulles, une pleine d'air, pour schématiser, une pleine d'eau, et mon diaphragme va venir appuyer de manière alternée sur l'une et sur l'autre, et créer des changements de pression qui vont se répercuter dans ma posture, par exemple et puis dans d'autres éléments que je vais lister juste après. Dans ce caisson hydrique, j'ai aussi des muscles
abdominaux qui permettent de gérer en fait l'avancée de mon ventre quand mon diaphragme descend. Puisque quand le diaphragme descend pour inspirer, il va venir pousser les viscères et créer une pression sur le ventre. Moi, je vais pouvoir décider de gérer cette pression en contractant, en tonifiant ou en relâchant mes abdominaux et notamment les abdominaux profonds qu'on appelle les transverses. Et à l'arrière de mon caisson, j'ai la colonne vertébrale. Donc ça, c'est ma paroi un peu fixe de mon caisson hydrique qui fait que je vais véritablement pouvoir monter en pression quand mon piston diaphragme va commencer à descendre dans le caisson hydrique. Et puis, en bas de mon caisson hydrique, j'ai un muscle extrêmement important qui s'appelle le plancher pelvien, périnée, plancher pelvien. Là, c'est ma base qui va lui aussi vivre en fonction du mouvement diaphragmatique et pouvoir être sollicité dans dans une partie particulière de la respiration, notamment l'expiration en synergie avec le transverse abdominal. Donc, vous voyez, on a déjà beaucoup de monde là qui va être en lien avec cette zone. Et puis, si on s'écarte un petit peu, je vous ai parlé du psoas et des carrés des lombes qui viennent traverser le diaphragme dans les ligaments arqués. Et d'une manière générale, les fascias, ces membranes, ces tissus qui entourent absolument tout dans le corps et qui mettent absolument tout en lien dans le corps, qui vont de manière évidente passer par le péritoine, la plèvre, dans les différents fascias endothoraciques, endo-abdominal, mais aussi par le diaphragme. Donc, on a un mouvement global du corps grâce à ces répercussions au niveau des fascias. Donc, tout est en lien. La respiration met en lien toute notre physiologie. Et la respiration met en lien aussi toute notre euh, possibilité mentale et émotionnelle. Donc, c'est un véritable point d'accès à à l'humain intégral, mais aussi une grille de lecture, on y reviendra, mais aussi une possibilité d'agir, voilà, grâce au souffle. Parce que j'enfonce une porte ouverte, mais je parlais de respiration dans sa version automatique tout à l'heure. C'est aussi une fonction dont je peux prendre le contrôle. Et donc, en prenant le contrôle, je peux l'influencer, la changer et donc avoir un effet souhaité. Donc, si on résume un petit peu, on comprend que si le diaphragme respire juste, c'est-à-dire si sa course est optimale et qu'il peut remplir pleinement son rôle, alors c'est finalement tout le corps qui respire juste à l'image de ce chef d'orchestre. Et c'est 20 000 fois par jour. Et c'est un muscle extrêmement endurant, puisqu'il a 60% de fibres lentes de manière à avoir un effort répété de manière qualitative. Et il faut comprendre que ce sont des kilomètres de déplacement pour l'ensemble de notre physiologie. Voilà, si je prends simplement les reins, il y a des études scientifiques très sérieuses qui s'amusent à mesurer le déplacement des organes sous l'impulsion du diaphragme. Les reins, c'est à peu près 3 kilomètres de déplacement par jour. Un déplacement dont les reins ont besoin pour bien fonctionner. Voilà, c'est pas juste se déplacer pour le plaisir de se déplacer, mais c'est créer un mouvement pour que ça fonctionne mieux. Pareil pour les intestins, pareil pour le foie, pareil pour l'estomac. Donc ces liens intimes avec notre physiologie, avec notre mental, avec notre émotionnel, ils sont importants c'est important de les balayer. On va commencer par le système nerveux autonome, donc ce système nerveux qui régit, pour faire simple, l'intégralité de nos fonctions physiologiques, mais aussi une bonne partie de notre sphère émotionnelle et mentale. Finalement, l'observation de la respiration dans sa version inconsciente va nous donner une véritable grille de lecture de l'humain, parce que l'état du système nerveux autonome, qui gère la respiration, va se refléter dans ses mouvements. Et donc, en observant le rythme, l'amplitude, la régularité, ou au contraire l'irrégularité, éventuelle pause, est-ce que j'ai une respiration qui est superficielle ou plutôt ample, plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce que cette respiration se déplace vers le haut ou est plutôt vers le bas? Est-ce qu'elle est nasale ou buccale? Tout ça va m'indiquer un état physiologique, mental et émotionnel de la personne que j'observe. Et au même titre que la possibilité, en reprenant le contrôle de cette fonction de ventilatoire, d'influencer les états de cette personne. Voilà, je peux inverser le sens des commandes et décider consciemment de changer d'état, d'où la possibilité.
grâce à la respiration, grâce au diaphragme. Et c'est une des propositions de la ceinture NeoFlow, de réguler le stress, de favoriser le sommeil, de gérer nos émotions en gérant notre respiration d'abord. Donc c'est une véritable fonction diaphragmatique, beaucoup plus que la respiration thoracique haute, qui va nous permettre d'harmoniser les fonctions et de participer à l'équilibre global, ce qu'on appelle en général l'homéostasie. La pompe vasculaire, un petit peu moins connue, mais finalement, cette histoire de pression entre les caissons, mettre de la pression dans la partie abdominale alors que l'aorte et la veine cave y transitent. C'est une manière d'augmenter la pression et de favoriser le retour veineux, par exemple. C'est une manière d'accentuer euh, la vascularisation de la sphère digestive et donc de récupérer les nutriments et les aliments qui vont être nécessaires pour notre système. Donc j'ai un vrai soutien à mon système vasculaire qui est colossal en distance et qui fait un énorme travail pour ramener le sang veineux vers les poumons pour que ça soit à nouveau oxygéné. Harmoniser la pression artérielle, réguler le rythme cardiaque aussi, parce que de ce mouvement pulmonaire va résulter des changements de pression, des changements de rythme au niveau du cœur, au niveau de l'aorte, qui vont influencer le rythme cardiaque. Donc, m'assurer d'une bonne respiration diaphragmatique, c'est aussi cette possibilité d'agir sur ces éléments cardiovasculaires. La stabilité, ce que les Anglais appellent le corps, la ceinture abdominale. La ceinture abdominale toute seule, elle suffit probablement pas dans certains efforts, ni dans la posture. J'ai besoin de l'aide de mon piston, de mon diaphragme pour venir mettre en pression cette zone abdominale pour que ça tienne. Et d'ailleurs, je peux consciemment utiliser mon diaphragme à l'effort sur un exercice de squat ou de soulevé d'une charge, par exemple, ou dans la course à pied ou dans le vélo, pour avoir une meilleure posture, plus tonique, et surtout une meilleure transmission des forces entre le haut et le bas, puisque vous vous souvenez que je vous ai parlé du psoas qui faisait lui-même le lien entre le haut et le bas. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que je vois que j'ai pris un peu de temps, mais voilà, on peut aller aussi sur le système lymphatique. Voilà, système lymphatique, vous voyez à l'écran ce réseau qui permet à la fois de produire dans ces petits noyaux, ces petites citernes lymphatiques, et en même temps de faire circuler la lymphe qui contribue à éliminer les toxines, mais aussi favoriser notre immunité. Donc cette circulation lymphatique, elle est largement produite, mise en route par le mouvement diaphragmatique et les changements de pression entre les deux caissons. La digestion, voilà, j'allais dire presque sans surprise, mais c'est important de noter que oui, les organes sont doués de mouvement individuellement, mais c'est largement favorisé par le mouvement amené par le diaphragme. Donc on a cette forme de massage viscéral, de motilité intestinale, qui va favoriser l'absorption, qui va favoriser le transit, qui est aussi une barrière physique aux différents microbiotes, voilà, pulmonaire, nasal, intestinal. Voilà, il n'y a pas qu'un microbiote dans le corps. Et donc, des troubles digestifs doivent nous amener à réfléchir respiration. Et puis ensuite, toutes les douleurs chroniques, parce que je vous ai parlé des fascias, je vous ai parlé des différentes structures, des piliers qui sont sur les lombaires, de la possibilité justement de ce muscle au diaphragme aussi, comme tous les muscles, de se spasmer, de devenir plus rigide dans sa texture, et donc de provoquer moins de mouvements. Et quand il y a moins de mouvements dans le corps, il y a des éléments qui se figent, qui compensent, qui se contractent pour compenser, et ça va créer bah, des possibles douleurs, voilà, je mentionnais lombalgie, cervicalgie à distance, des tensions musculaires, et globalement agir aussi ces douleurs sur notre état émotionnel, anxiété et tout ce qui s'accompagne de cette possibilité qu'on a d'être résilient face à la douleur. Et puis enfin, performance et mouvement, voilà, ne surtout pas oublier et absolument pas sous-estimer le mouvement du diaphragme dans la respiration à l'effort, même si pour les gens de ma génération qui ont fait des tours de stade à l'école, on leur a plutôt appris à respirer par la bouche très haut dans la poitrine.
que à mobiliser le diaphragme pour ces séances d'endurance que beaucoup d'entre nous redoutaient. Donc là aussi, les questions d'oxygénation, bien sûr. On va parler aussi d'essoufflement et donc de tolérance au CO2, mais on en reparlera dans la partie biochimique. Et puis de transfert des forces grâce au diaphragme, grâce au psoas, et globalement à notre stabilité, à notre équilibre. Il faut savoir par exemple que quand on marche dans la rue, tout simplement marcher dans la rue, bah, le diaphragme a un double travail. Il a le travail de ventiler pour nous permettre d'utiliser les muscles et de marcher, mais il est en permanence en train aussi d'osciller sur ces deux coupoles pour nous permettre de récupérer le déséquilibre créé par la marche. Donc il y a des études, encore une fois, très sérieuses, qui nous permettent d'observer, avec des capteurs sur les différentes fibres du diaphragme, à quel point ce diaphragme coordonne le mouvement et nous permet d'avoir des points d'appui quand on cherche à s'équilibrer. Voilà, je voulais terminer quand même parce que, comme je vous le mets en bas de cette slide, le corps se comprend par l'expérience plus que par les mots. On n'aura pas forcément le temps de le faire là tout de suite parce qu'on aurait peu de temps pour les questions ensuite, mais je vous propose de mettre en place chez vous cette pratique respiratoire qui est un bon exercice aussi pour ressentir à nouveau le mouvement diaphragmatique, à la fois dans l'ordre qu'on peut lui donner de bouger, mais en même temps dans son relâchement. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi un mouvement qu'on va ressentir comme passif. Donc si vous prenez une posture comme ce jeune homme sur ce tapis, avec une main sur le thorax pour vous assurer que le thorax n'est pas mobilisé, et puis une main sur le ventre qui va vous servir de sensation, ou encore mieux, une ceinture que je nommerai pas, qui vous permettrait de sentir ce mouvement. Mettez en place une respiration nasale et puis vous allez commencer par expirer. L'expiration ventrale, elle vient de la mobilisation du transverse qui est initiée en général par le périnée. Et donc vous allez vouloir rentrer le ventre, resserrer votre ventre pour remonter le diaphragme vers les poumons et expirer lentement. Une fois que vous avez fini votre expiration, vous êtes sûr que vous n'avez plus d'air, vous allez pouvoir juste relâcher cette contraction du transverse et observer que une inspiration passive se produit. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'intention d'inspirer, mais juste de relâcher l'expiration, ça produit une inspiration. Et puis vous pourrez prolonger volontairement, consciemment cette inspiration pour aller un petit peu plus loin dans la prise d'air. Et une fois que vous aurez terminé cette inspiration, vous pourrez relâcher le diaphragme qui reviendra à sa position d'équilibre en produisant une petite expiration passive. Et revenir au début de l'exercice avec une expiration volontaire, ainsi de suite. 4 cycles de cette ventilation, très lentement, en conscience, pour observer un petit peu les mobilisations. Et avec les mobilisations, commencer à ressentir comment elles se répartissent dans le corps, comment le mouvement du diaphragme peut être ressenti peut-être au bout de vos orteils, parce que ben, tout est lié, comme je vous l'ai montré, et que si vous faites très attention, vous allez effectivement percevoir ces mouvements subtils dans tout votre corps. Voilà, je voulais partager ce moment avec vous, l'occasion de vous montrer en partie une croyance personnelle et qui est partagée par l'équipe de l'école, c'est que la respiration est partout, qu'elle coordonne, qu'elle fait fonctionner absolument tout dans le corps, euh, que pourtant respirer juste n'est pas forcément donné, qu'il y a tellement d'opportunités en fait que notre respiration soit déprogrammée ou décoordonnée. Et que donc, dans ce sens, ben, c'est intéressant de s'atteler à ce travail, de se réapproprier cette fonction et de l'améliorer. Et que pour les professionnels d'entre vous qui sont dans l'accompagnement, ça devient un outil merveilleux, à la fois de lecture. En observant la respiration, j'ai énormément d'informations sur la personne que j'accompagne. Et en même temps, de changement, parce que via le souffle, je peux créer des états qui vont m'aider à accompagner et surtout à ce que la personne puisse trouver ses solutions à ces différentes problématiques. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'on aura le temps de prendre quelques questions. Merci à vous.
Eh ben, merci beaucoup Stéphane pour cette belle présentation, tant dans ce que tu nous as expliqué que même tes slides hein, qui étaient très imagés. C'est vrai que c'est agréable de suivre ce genre d'explication. Écoute, il est 12h44 si tu veux, on a un petit peu de temps si tu veux nous montrer un peu, imager un peu justement l'exercice de respiration dont tu parlais. Je vois que c'est Nicolas qui demande dans les commentaires si on peut montrer brièvement à l'écran la pratique que tu viens de décrire. Je ne sais pas si techniquement c'est possible pour toi. Alors, montrer à l'écran, il faudrait que je vous montre mon ventre. Je suis pas sûr que ça soit très approprié devant devant toute l'audience. Mais dans l'idée, c'est vraiment de venir ressentir déjà ce muscle particulier qui est le transverse abdominal, qui est comme justement une ceinture, hein. C'est dans le thème, donc c'est intéressant d'avoir cette ceinture qui vient resserrer la taille. En général, on produit un mouvement qui va de bas en haut. C'est pour ça qu'on l'amorce avec le plancher pelvien. L'image qu'on va donner, c'est l'image du tube de dentifrice que vous essayez de vider de ces derniers millilitres de dentifrice. Et donc, vous le roulez et vous le remontez vers l'extrémité du tube. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Et en faisant ça, en contractant de bas en haut ce transverse, on va pousser les viscères, pousser le diaphragme et donc expirer. Donc, ça va donner quelque chose de très lent. Je peux le faire avec la bouche pour que vous entendiez. Ça va faire. Et une fois que j'ai resserré le ventre, je vais juste le lâcher. Et vous allez entendre une inspiration passive. Donc là, j'ai pas du tout eu l'intention d'inspirer, c'est juste que j'ai relâché mon expire pour inspirer. Les yogis disent volontiers que l'inspiration naît de l'expiration. Et c'est particulier parce qu'en général, quand vous dites à quelqu'un de respirer, le réflexe est d'inspirer. Mais on pourrait s'interroger sur la possibilité de faire de la place, de faire du vide avant de remplir. Donc ça marche pour les poumons également. Et puis une fois que vous avez cette inspiration passive, les poumons ne sont pas du tout remplis, donc on peut continuer à inspirer et donc engager le diaphragme dans le caisson abdominal, ce qui va mécaniquement repousser le ventre pour continuer à prendre de l'air. Et quand vous serez au maximum de votre amplitude, ben la même chose, on va pouvoir relâcher le ventre, relâcher le diaphragme pour que le diaphragme remonte par élasticité et que l'air qui est emmagasiné dans les poumons soit expiré. Ce ne sera pas non plus une expiration complète, ce sera une expiration passive et charge à moi ensuite de venir la compléter avec le mouvement du transverse qu'on a décrit précédemment. Merci pour cette explication. Pour continuer sur cet exercice et sans rentrer trop dans le médical, hein, tu as le droit de botter en touche, mais tu as peut-être des clients, des patients qui avaient des hernies hiatales. Est-ce que les exercices que tu viens de citer, on peut les faire même si ben, on a des problèmes de hernie avec du coup, l'estomac qui ressort au-dessus du diaphragme? Ouais, alors hernie hiatale, hein, tu fais bien de le mentionner, ça fait partie des éléments de précaution à avoir quand on fait un travail ventilatoire. Donc, c'est toujours quelque chose à manipuler avec précaution. Là, dans l'exercice que je vous ai proposé, c'est un exercice très progressif, très lent, qui vient justement, dans l'expiration proposée, amener le diaphragme dans sa position de relâchement. Donc, bien sûr, dès qu'il y a un inconfort, une douleur, on arrêtera une grande amplitude, mais en général, c'est plutôt un mouvement qui est bien, toléré. Ce qu'on évitera de faire en cas d'hernie hiatale, ce sont au contraire des grandes ventilations ou des grosses mises en pression du caisson abdominal qui risqueraient de péjorer la situation. Ok. Alors, tu as beaucoup de félicitations dans les commentaires, je tiens à te C'est le gentil, merci partager. beaucoup. Merci. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Je vais continuer sur l'explication que tu viens de donner du coup de cet exercice. Comment on mesure l'impact de ces exercices que tu proposes aux participants, tant en termes de détente du diaphragme sur la respiration globale que sur les niveaux d'oxygénation, de stress, etc. Est-ce que vous avez des marqueurs, vous, que vous utilisez en particulier? Alors, c'est intéressant la question que tu proposes parce qu'effectivement, il y a toujours un objectif à l'exercice. Et en l'occurrence, cet exercice-là, on peut le voir sous plein d'angles possibles. Je peux l'aborder dans un souci de sensation. C'est-à-dire que le fait de pouvoir proposer à mon diaphragme à la fois d'être mobilisé volontairement, mais aussi passivement, ça va créer des sensations à l'intérieur du corps qui vont me réconcilier avec le diaphragme si je l'avais un peu perdu de vue. Ça peut être la première chose. La deuxième chose, ça pourrait être un autre type de travail, mais avec le même exercice, on peut faire plein de choses.
Je pourrais travailler sur mon contrôle ventilatoire. Est-ce que mon expiration peut être très très lente? Est-ce que je peux par exemple faire une expiration pendant 1 minute? Ça pourrait être un objectif quantifié qui voudrait dire que j'ai un bon contrôle de ma ventilation. Et vous savez, dans toutes les disciplines type yoga, arts martiaux, on travaille beaucoup dans la lenteur, parce que c'est dans la lenteur qu'on appréhende les gestes les plus complexes. Si je travaille vite, bah, finalement, j'ai le départ et la finalité, mais je n'ai pas forcément ce qui se passe au milieu. Donc, travailler dans la lenteur en matière de respiration, c'est aussi se réapproprier cette zone-là. Ensuite, je peux travailler sur ma sensation. Ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins qu'une magnifique sollicitation du nerf vague via le mouvement du diaphragme, via le mouvement viscéral. Donc, il y a fort à parier que pendant ce travail qui va vous accaparer mentalement parce que vous allez être en train de produire quelque chose et en même temps de canaliser vos pensées, vous ayez un état de bien-être à la sortie qui soit très objectif. Et puis ensuite, ben, on pourrait s'équiper technologiquement, là pour le coup. On pourrait avoir des capteurs de biofeedback qui nous permettraient de voir si la variabilité cardiaque, c'était je crois le thème de vos précédents webinaires avec Sylvain Laborde, ben, si cette mobilisation du nerf vague se répercute sur ma variabilité cardiaque et pourquoi pas, en fonction du rythme que je produis, sur ma cohérence cardio-respiratoire. Voilà, donc ensuite on peut travailler le CO2, on peut travailler pas mal de choses, mais c'est intéressant de voir qu'un seul et même exercice, avec une intention et peut-être des paramètres légèrement modifiés, peut donner lieu à un travail spécifique. Et c'est une de nos passions à l'école, c'est finalement une fois que j'ai la compréhension de la physiologie et de tout ce qui se passe tant au niveau mécanique qu'au niveau biochimique, je peux jouer avec les méthodes et leur donner des intentions très différentes. Mhm. Et tu as utilisé l'expression humain intégral tout à l'heure que j'avais noté. On a eu quelques questions justement sur ça, et puis bah, sur ce que tu viens de dire. Déjà des questions un peu étymologiques, je peux y répondre un peu, et puis si tu veux compléter avec plaisir. On a une question sur le mot phrénique, et notamment le nerf phrénique, donc du coup qui est le nerf qui part du cerveau et puis qui va innerver le diaphragme, mais qui veut aussi dire conscience. On l'utilise bah, dans la schizophrénie, oligophrénie, etc. Exact, ouais. Est-ce que je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus sur le fait qu'avant on pensait que la conscience était justement localisée dans la poitrine ou Au niveau du cœur, oui, bien sûr. Au Ouais. niveau du cœur, oui, 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 oui. Bah, c'est tous les liens qu'on peut faire avec la, à la fois l'étymologie et la symbolique. Mhm. Voilà, et puis c'est intéressant parce que le mot diaphragme, effectivement, on parlait des diaphragmes au départ. D'ailleurs, les Grecs parlaient des diaphragmes, c'était au pluriel. Ensuite, on a effectivement eu cette intelligence du cœur qui était centrée au niveau du diaphragme, et on y revient, hein. Vous avez des pratiques, aujourd'hui, les recherches sur la cohérence cardiaque démontrent en fait cette intelligence du cœur. Donc on est Mhm. vraiment de nouveau au cœur du sujet, si j'allais dire. Mhm. Et puis ensuite, on est parti sur un aspect beaucoup plus mécaniste, mais du corps en général. Et la médecine s'est orientée dans cette zone mécanique. Et puis on est en train aujourd'hui de nouveau de s'ouvrir sur les possibles et le subtil peut-être. Mhm. Et mais justement, toujours dans cette question d'humain intégral, il y avait une question, alors je ne l'ai pas retrouvée exactement, mais où quelqu'un demandait si le mouvement du diaphragme, c'était ça qui faisait rentrer notre corps en état de cohérence cardiaque. Alors, je pense que c'est un peu plus complexe et que c'est une histoire aussi de barorécepteurs qui rentre en Mm. jeu et de fréquence plutôt que juste de mouvement mécanique. Globalement, on a eu cette question qui est revenue plusieurs fois. C'est quoi le lien justement entre le diaphragme et l'esprit? Tu as parlé de lien un peu corps-esprit. Comment le diaphragme influence le mental, sans rentrer non plus dans des explications trop compliquées et biochimiques, mais tu as parlé des voies entre le cerveau et le diaphragme. Est-ce que de manière un peu simplifiée, tu peux nous réexpliquer? Parce que voilà, les gens demandaient dans le chat. Oui, oui, oui. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Il y a comment dire, cette relation bidirectionnelle entre la respiration et le système nerveux autonome, qui est déjà un formidable point à bien comprendre. Système nerveux autonome qui est schématiquement
a été représenté par une activation sympathique et une relaxation parasympathique. On sait maintenant depuis Porges de la théorie polyvagale qui est un troisième état qui est le vagal dorsal, voilà, qui va plus être dans l'ordre de l'inhibition. Donc, ça veut dire que si je prends ces états nerveux comme des états d'intensité de mobilisation, de stimulation, ça va se répercuter dans ma respiration sous forme, comme je disais tout à l'heure, d'amplitude, de rythme, d'intensité plus sur l'inspire que sur l'expire. J'ai tout un tas de paramètres qui vont s'exprimer et traduire l'activation de mon système nerveux. Mais le système nerveux autonome, c'est aussi des zones du cerveau qui sont plutôt activées que d'autres à l'instant T. Et donc, je vais avoir plutôt parfois de l'espace pour être conscient, réfléchir, être présent, être en lien social, être en conscience de mes émotions et donc en possibilité d'observer, de réguler et potentiellement de proposer d'autres émotions. Parfois, je suis en mode automatique complet, fight or flight, ou tellement mobilisé que j'ai très peu de prise sur les réactions de mon cerveau et donc de mon corps. Et puis d'autres moments, je vais être inhibé avec un besoin en fait de retour à soi, d'économie de soi. Et c'est une alternance de ces trois états. Finalement, la vie, une journée, c'est une oscillation dans ces états. Mais à chaque fois, j'ai de l'émotionnel, à chaque fois, j'ai du mental et une forme d'émotionnel et de mental accessible ou pas. Mm. Et alors, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de voir le dernier webinaire qu'on avait fait avec Philippe, avec Sylvain Laborde, justement, sur les effets à long terme de la pratique de la cohérence cardiaque, sur des sessions longues et quotidiennes, il y avait effectivement ces effets que tu décris, Stéphane, qui pouvaient, donc sur la plasticité cérébrale et sur la meilleure gestion des émotions, qui pouvaient s'inscrire sur le long terme, même en dehors des périodes où on pratiquait ces exercices de respiration. Donc, euh, peut-être le temps pour deux dernières petites questions. Une question toujours un peu plus exercice pratico-pratique. Est-ce que toi, Stéphane, tu proposes des exercices aussi où il va y avoir une mobilisation de tout ce qui va être les organes internes, mais plutôt sous le diaphragme, donc intestinal? Est-ce que c'est une zone aussi que vous travaillez? Alors là, Nicolas fait état de la zone intestinale qu'on appelle le deuxième cerveau, sans forcément aller jusque-là, mais est-ce que vous donnez de l'importance aussi à toute la sphère intestinale? En fait, tout à l'heure, je parlais des deux caissons et je parlais des possibles contraintes dans le mouvement du diaphragme. Il y a la qualité du diaphragme intrinsèque. Voilà, est-ce que le diaphragme est souple? Est-ce qu'il est suffisamment fort, etc. Mais il y a aussi, ne pas oublier, ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Et si j'ai une masse viscérale très peu mobile, soit parce que j'ai de l'embonpoint, par exemple, avec de la graisse viscérale un petit peu autour des différents viscères, et donc une plus grande difficulté pour mon diaphragme à mobiliser cette masse, entre guillemets, soit parce que, pour X raisons, mes organes sont douloureux, et donc inconsciemment, je ne vais pas produire ce mouvement parce que ça déclenche de la douleur, et donc je vais remonter la respiration plutôt vers le haut. Donc travailler cette zone, c'est extrêmement important de lui redonner de la mobilité, soit par des massages, soit par du travail avec des balles, soit par le travail sur les fascias qu'on va pouvoir faire aussi, soit même par des techniques respiratoires qui vont nous permettre de venir mettre du mouvement, de la pression dans cette zone-là pour petit à petit fluidifier et rendre le fonctionnement diaphragmatique le plus Mm. fluide possible. Mm. C'est important à cette question de douleur, pareil pour, je suppose, les douleurs d'estomac, enfin, dès qu'on a des douleurs localisées au-dessus ou en dessous du diaphragme, c'est vrai que ça peut venir vite paralyser notre respiration et aggraver, enfin, même créer un vrai cercle vicieux. Je vois qu'il est 12h58. Peut-être une dernière question, mais encore une fois, sens-toi libre de répondre. Je sais que tu as utilisé la ceinture NeoFlow Mhm. sans prospection commerciale, mais peut-être expliquer un peu ce que tu en as ressenti et si, selon toi, elle peut présenter un intérêt vis-à-vis des techniques que tu nous as présentées pendant ce webinaire. Dans la population des gens qu'on va accompagner en cabinet, donc dans nos coachings de respiration, on a énormément de personnes qui viennent avec une perte de cette fonction diaphragmatique, dans le sens où je ne sais pas comment le mobiliser, je ne sais pas comment je le sens, je ne sais même plus respirer
par le ventre dans le bon sens. On a beaucoup de respiration paradoxale ou alors pas du tout de respiration ventrale du tout, avec une respiration qui se déplace au niveau thoracique. Donc, il y a effectivement beaucoup d'éducatifs qu'on peut proposer qui doivent amener la personne à pratiquer ces exercices. Et ce que j'aime avec NeoFlow, c'est qu'on a une stimulation proprioceptive directement sur la zone que je cherche à mobiliser. Donc, ça va m'amener un rappel, c'est-à-dire qu'il faut que je vienne placer ma respiration dans cette zone, un rythme, donc je peux choisir les différents rythmes en fonction des états que je veux obtenir. Et puis, je peux utiliser la ceinture pour rééduquer mon geste, c'est-à-dire l'utiliser en étant conscient au départ. Je suis conscient de la stimulation et j'essaie de la suivre. Et puis possiblement continuer à utiliser la ceinture en étant absorbé dans des tâches, ce qui fait que ma respiration inconsciente va, elle, se charger de suivre le rythme imposé par la cellule, par la ceinture. Et donc, petit à petit, reprogrammer cette version inconsciente de mon mouvement. Voilà. Donc, c'est Ok. un bon guide proprioceptif qui passe par le corps et qui peut permettre déjà d'amener une grande majorité de personnes qui ne le font pas à respirer par le ventre, entre Mm. guillemets, en tout cas mobiliser le diaphragme avec tous les bénéfices qu'on a vus aujourd'hui. Mm. Oui, c'est intéressant. Bah, cette question d'autonomie, avant de redonner la parole à Philippe, moi en tant que médecin psychiatre, c'est vrai que la respiration, les exercices de respiration et plutôt à type de cohérence cardiaque, c'est des choses que je prescrivais et que je continue de prescrire à quasiment tous mes patients, peu importe la problématique, que ce soit des douleurs, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Mais la question de l'adhésion aux soins, le fait de réussir à s'astreindre à cette pratique quotidienne et sur des sessions longues, c'était pas forcément gagné. Donc ce coach, par le sens du toucher, peut être fort utile. Génial. Merci beaucoup encore Stéphane pour ces explications et ces réponses à toutes les questions des invités. Philippe, je te laisse conclure peut-être. Ouais, bah merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Elle était vraiment géniale pour vraiment bien comprendre toute l'influence du diaphragme dans la respiration. La respiration, c'est pas juste une histoire de rythme. Il y a aussi toute cette mécanique qui, avec le diaphragme en tant que chef d'orchestre. Euh, et en effet, pour rééduquer une respiration fonctionnelle, bah, c'est du temps, c'est de la pratique. Tu l'as bien dit aussi que le relâchement c'est quelque chose de très important. Il y a un côté où le corps, il sait généralement ce qu'il faut faire. Et en effet, on lui met de la tension avec notre stress, avec nos vies du quotidien qui après s'ancrent dans le corps. Mais si on arrive à trouver énormément de relâchement, généralement, on arrive à reprendre une respiration fonctionnelle naturellement. Donc tout ça, ça se travaille. En effet, ça se pratique. La ceinture NeoFlow, c'était aussi un peu le but de ce développement de cet outil, d'avoir un outil qui permet de pratiquer quotidiennement sans que ce soit un effort mental, sans que ce soit une contrainte, parce que c'est dans la répétition qu'on va réussir à améliorer sa respiration et qu'on va pouvoir en reprendre un maximum de contrôle. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation. Pour ceux qui sont intéressés pour la ceinture NeoFlow, on a une offre rentrée qui est en cours, donc vous pouvez utiliser le code ZEN15 si vous êtes intéressé par la ceinture NeoFlow. Je vous le mets en commentaire. Donc c'est valable sur notre site internet. Stéphane, le rendez-vous est pris, on n'a pas encore de date, mais le rendez-vous est pris forcément pour pour l'épisode 2. On a parlé donc de biomécanique. Le prochain webinaire, donc il reste plus qu'à trouver une date en tout cas, mais on va parler donc de toute la partie biochimie qui est aussi extrêmement importante finalement pour aussi des sujets de santé mentale hein, d'ailleurs clairement. Il y a un lien très très fort entre les échanges gazeux et du coup l'activité du cerveau et les états d'anxiété par exemple. Voilà. Et le webinaire sera disponible sur YouTube. On vous enverra Ouais, une alors tous ceux petite. qui sont inscrits là, donc ils vont recevoir un email automatique de Zoom avec le replay. Et en effet, après, on va le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube de NeoFlow et à vous inscrire. Comme ça, vous aurez aussi les différentes vidéos que l'on publie. Voilà. Eh bien, merci Génial. beaucoup Merci beaucoup. Stéphane. Merci. Merci Au plaisir. beaucoup Thomas. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous les participants et à très vite pour un prochain webinaire.